Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet espace qui va être dédié à la connaissance de soi, à l'introspection, à la résilience, à l'empouvoirment, comme dit Beata, qui est mon invitée aujourd'hui, et j'en suis ravie. Du coup, avant de l'accueillir, je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu, puis je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra et je suis la cofondatrice de Soma Soa, que j'ai fondée il y a un peu plus d'1 an maintenant avec mon mari Sébastien. Et j'ai créé Soma Soa avec la conviction que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, nous avons tous les ressources et les capacités en nous pour être, pour nous épanouir et pour nous réaliser. Et donc c'est après avoir accompagné des enfants et des adultes pendant près de 20 ans que j'ai eu envie de transmettre toutes mes connaissances et tous les outils que j'ai au plus grand nombre. Et du coup, depuis 1 an maintenant, alors vous ne le voyez pas mais il est là, c'est mon mari Sébastien. Donc depuis 1 an, on travaille ensemble sur la formation holistique qui sortira fin juin. Et dans cette formation, nous partageons toutes nos connaissances, toute notre expérience et tous les outils dont nous disposons pour que chacun puisse avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Quand on a préparé un petit peu cette formation, après 1 an, on s'est entouré d'une équipe. Donc aujourd'hui, on est entouré de plusieurs personnes. Et avec cette équipe, on s'est dit que ce serait vraiment cool de reprendre les lives avec des invités, parce que j'ai arrêté pendant quelques temps. Et pour ce premier live, j'avais vraiment envie de le partager avec Beata. Beata, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via les réseaux sociaux il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand j'ai fait mon premier training. Beata, c'est vraiment une femme que j'admire, qui a des connaissances incroyables. Et du coup, je suis ravie qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Et surtout, je suis aussi ravie parce qu'elle va faire partie de la formation holistique. Elle va aussi proposer du contenu dans cette formation et mettre à disposition toutes ses connaissances. Et ça, c'est top. Beata, je ne sais pas si tu es déjà connectée, mais si c'est le cas, envoie-moi ton invitation pour qu'on puisse commencer ensemble. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage normalement. Oui, Beata, tu es là. Hop, lancer le dire. Je suis tellement contente de faire ça, que mon premier live soit avec toi. Salut. Coucou! Je suis si contente. Moi aussi, je suis trop contente. Et assez émue, hein. Tu sais, en vrai, je suis assez émue. Je t'écoutais parler, je dis, ah, c'est trop beau ce que tu fais. Je suis tellement honorée de rejoindre et de contribuer avec mes petites gouttes. Ah oui, je suis très contente aussi. Je suis très contente que tu aies répondu à cet appel. Pour dire vrai, quand l'équipe m'a dit Sandra, les lives c'était top, ce serait bien que tu les reprennes, je leur ai dit mais j'ai une to-do list longue comme mes 2 bras, je ne peux pas faire ça. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire ça avec toi parce que voilà. Et du coup, tu m'as donné l'élan. Tu es la première que j'ai contactée pour ça en me disant il y aura que Beata. Et après, ça m'a donné l'élan pour voilà, mais ouais, tu ouvres le bal et ça c'est top. C'est un C'est top. gros honneur, un gros honneur. Et en plus, je vois que là, il y a quelques copines qui étaient à la retraite qui se connectent. Donc, je suis trop contente si vous pouvez découvrir Oui. Sandra. Et Sébastien, je sais que tu es dans le coin, donc je te fais un gros bisou. Il va venir, il va Sébastien est venir. juste derrière. Il est toujours là, mais pas forcément Cool. devant. Coucou. Coucou! Coucou! Oui, donc Beata rentre tout juste de sa retraite qu'elle a fait. Tu es rentrée hier, c'est ça? J'ai atterri hier. Oui, parce que ça s'est terminé dimanche, mais le temps de revenir, de terminer sur le lieu, etc. Je suis rentrée hier. Atterri hier. Ouais, Et ok. c'était une très belle retraite parce que le thème, c'était de reconnecter à l'essence du vivant qui est en toute chose et qui est en nous et de lui donner plein de place pour qu'elle se manifeste comme elle sait le faire. Et souvent, nous, on résiste, on bloque, on est un peu en train de limiter le flow. Et là, c'était de trouver toutes les façons d'exprimer cette abondance d'énergie qui est à notre disposition, qui est en nous. Et c'était
profondément bouleversant de voir ce dont chacune des femmes était capable le moment où elle faisait vraiment confiance et que pouf, ça passe. Et on a pleuré. Ah bah, Axel est là. On a pleuré, Sandra. C'était bouleversant. Ah bah ouais. Je veux bien te croire. C'est vraiment le genre de choses qui transforment aussi en profondeur. Et du coup, ouais, cette puissance, souvent, il y a des rires, il y a des pleurs, et c'est ce qui fait que c'est intense et tellement précieux. Ça devait être incroyable, Ouais, incroyable. ouais. D'autant plus que j'imagine que tu as fait des pratiques. Moi, je sais que la première fois où j'ai commencé à te suivre, c'est aussi parce que je te connaissais pas, et c'est aussi grâce à la manière dont je te voyais pratiquer, euh, où je trouvais qu'il y avait énormément de mouvements pour la libération émotionnelle et des choses comme ça. Et moi, ça me parlait beaucoup, en fait. C'était vraiment ce que je recherchais dans le yoga. Et du coup, tu m'as vachement inspirée par rapport à ça. Tu vois, ça m'a aussi permis de sortir un peu de mon carcan, de ce que j'avais appris, de la recherche de la posture parfaite et tout, pour me dire, OK, de quoi j'ai besoin? Là, C'est c'est génial. ça qui naît à l'intérieur de moi. C'est ça que j'ai besoin d'exprimer, soit pour le faire grandir, soit au contraire pour l'apaiser. Et ça, tu m'as vraiment apporté ça. Ouais. Donc voilà, Ah, ça me je voulais le dire. touche. Je savais pas. C'est cool. C'est drôle que tu dis ça parce que ça me manque énormément. Là, je suis revenue vers quelque chose peut-être de plus intellectuel. Je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup sur les textes ancestraux. Et je sens mon corps qui dit non, 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 t'as oublié que c'est dans le sens inverse. En fait, c'est ton corps, c'est déjà. Donc arrête de passer par la tête et en fait, laisse t'exprimer. Et c'est drôle que tu parles du fait que c'est la pratique qui t'a inspirée parce que je sens qu'il faut que j'y revienne. Là, il faut que je revienne dans ok, la pratique, le flow, l'expression libre En tout cas, et je trouvais qu'il y c'est dans les avait... tuyaux. Ouais, c'est super. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un juste milieu, justement, entre ce que tu partageais en termes de pratique, mais aussi en termes de connaissances. Je me souviens, tu es la première personne que j'ai entendue, par exemple, pratiquer sur des vidéos en lisant des extraits de textes, moi qui m'inspirais, par Oui. exemple. Je trouvais ça top, ce mélange esprit-corps. Enfin, c'est de toute Hmm. façon, c'est l'essence même, en tout cas pour moi, de l'équilibre. Donc, c'est super. Hmm. Et ça y est, on se met à parler, à parler, à parler. Alors, clairement, pour ce live, contrairement à d'habitude, j'ai pas fait une trame et tout parce que je me suis dit, bon, ok, je vais être avec Beata, je vais poser la première question, puis je vais me faire embarquer de toute façon. Donc, On donc en je vais marre. suivre le On en move. marre. On fait confiance. Ouais, C'est ça, trop c'est ça. cool. J'aimerais bien quand même que tu te présentes, que tu présentes un peu ton parcours, que tu dises ce que tu as envie de dire de toi, en fait. Hmm. Alors, mais tu sais très bien que cette question, elle est what to say. Euh, c'est hyper joli parce que je me suis fait lire mon thème astral Jyotish hier. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un flash sur qui t'es fondamentalement, tu vois. Donc, je vais essayer de parler avec ça. Donc, je suis une jeune femme qui baigne dans la spiritualité depuis qu'elle est née. J'ai l'immense, immense honneur d'être née dans une famille où mes parents avaient déjà ouvert une pratique spirituelle bien différente d'une religion. En fait, ils étaient déjà dans la connexion au divin. Et ça n'a pas été évident parce que du coup, depuis que je suis bébé, on déménage parce que mes parents sentent à l'intérieur qu'il faut déménager. On nous met dans des écoles différentes parce qu'on sent qu'il faut le faire. Donc moi, depuis que je suis petite, le divin, il est en grande activité et on doit lui faire confiance. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que du coup, ça a structuré beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Le fait que j'ai souvent essayé de sentir de l'intérieur ce qui voulait passer. Mais c'est hyper intéressant comme malgré ce bain initial, je me suis profondément perdue avec les études et le besoin d'avoir un statut qui colle à cette société. Et quand j'essaie de trouver ma place comme un bon diable, tu vois, quand on essaie de se dire, bon, ça a l'air super compliqué out there, comment je vais faire pour trouver moi, comment je peux être utile dans tout ça? J'ai commencé par faire de l'humanitaire et je m'y suis dévouée corps et âme. Je suis allée en Indonésie travailler avec les peuples qui vivent dans les forêts. Je me suis
complètement brûlé les ailes, complètement défoncée parce que j'avais cette ferveur d'aider, de soutenir, de soulever, d'aider les gens à se sauver. Et en fait, sur des enjeux comme la déforestation et la survie de peuples, je sentais que moi, en fait, ça me rentrait comme des gros couteaux dans le cœur. J'arrivais pas à rester saine personnellement, alors qu'en fait, c'est comme si ça me glissait entre les doigts. J'avais l'impression que j'avais beau aider sur le terrain, travailler de 7 heures à minuit, en fait, ça servait à rien. C'était comme courir dans la semoule, en fait, à aucun moment on apportait une vraie solution. Et là, la conclusion magistrale, c'était bah, de toutes les façons, tant qu'en Occident, on a perdu la connexion au vivant, tant qu'on a perdu l'essence de pourquoi on vit, pourquoi on est là, t'auras beau mettre tous les pansements que tu veux dans les pays où on vient puiser les ressources et où on vient exploiter ce qui reste de ressources, en fait, t'arriveras jamais à rattraper la course effrénée de ce qui est en train de se produire en Occident. Donc, c'est un petit peu par hasard, pour être honnête, que je suis tombée sur les pratiques que j'enseigne aujourd'hui. C'est là où je trouve ça vraiment troublant, peut-être comme une clé pour les personnes qui écoutent. Ce que j'ai envie de dire, c'est, moi, j'ai toujours dit que je voulais pas être prof de yoga. J'ai toujours dit que je trouvais ça superficiel. Et je résistais. J'étais là, non, moi, je veux être dans le politique, je veux être les relations internationales. J'ai besoin que ça soit utile. Tu vois, j'avais ce côté intellect de qu'est-ce que je crois être utile. Et la vie, en fait, elle m'a foutu 2 claques. Et par hasard, la vie m'a pris. J'ai suivi une personne un peu aléatoire qui allait faire une formation et qui avait peur d'y aller seule. Et je l'ai accompagnée, cette femme. Il se trouve qu'à la dernière minute, cette femme n'est pas venue à la formation parce qu'elle était mutée à Washington. Et du coup, j'ai, je me suis retrouvée toute seule dans la formation. J'ai eu très peur parce que j'étais là. Moi, C'est pour j'ai pas toi. vraiment prévu ça. Moi, je voulais pas être prof de yoga et j'avais tout mon conditionnement de Sciences Po, même la spiritualité de mes parents qui m'avaient mis sur des rails très précis de ce que c'est que la spiritualité et j'étais pas prête à en avoir une deuxième différente. Du coup, je me suis retrouvée aux prémices de ma formation en me disant, OK, je résiste comme un diable. Au pire, je prends des contacts parce que moi, je voulais toujours faire de l'humanitaire à ce moment-là. Je voulais prendre des contacts pour créer une ONG plus tard qui peut-être permettrait d'aider les orphelins en Inde, les orphelins au Népal. Et j'étais vraiment encore branchée dans ce délire d'humanitaire. Et en fait, au fur et à mesure de la formation, je me suis complètement transcendée. J'avais encore des restes de ma dépression. Donc, grosso modo, au moment où je suis rentrée d'Indonésie, où je ne pouvais plus faire de l'humanitaire, moi, j'ai eu un gros nuage noir dans ma vie. Il y a tout qui partait en couille, pardon, mais tout. Il y avait mes colocs, ça a implosé. Ma vie familiale a été non existante. Avec mes partenaires, mon partenaire, c'était sans dessus dessous parce que moi, j'étais complètement désaxée. J'étais vraiment en crise magistrale. Et j'avais cherché plein de solutions. Donc, j'avais essayé de faire cette sortie de dépression en faisant du woofing, en me mettant aussi au chômage, en essayant de juste faire mon petit yoga dans ma chambre. Mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Tu vois, il y avait encore une immense rage de. tu- Bref, si j'arrive à le résumer aujourd'hui, c'est un peu ce à quoi j'accompagne les gens aujourd'hui. C'est comme si les orbites de mes yeux, ils regardaient par là. Mais mon âme, elle regardait par là et elle savait qu'il fallait aller par là. Et du coup, j'étais à tâtons dans la vie parce que je voyais rien et que j'étais complètement aveugle. C'est comme si rien ne faisait sens parce que mon âme, elle savait très très bien qu'il fallait pas aller là, il fallait pas aller vers l'humanitaire, il fallait pas aller vers cette expression-là. Mais j'étais tellement bornée, butée, conditionnée parce que quand tu as fait Sciences Po, on t'a bien dit que tu vas être surpuissante, que tu vas réussir à changer la société, qu'il faut que tu fasses de la politique. Moi, j'étais bien engrainée là-dedans. Et je sais ce que c'est que de ne pas savoir autre chose que ce pourquoi on a été préparé. Et du coup, il faut passer par le corps. Parce que des fois, la tête, elle ne peut pas concevoir certaines choses, il faut passer par le corps. Le corps, il sait. Et là, le fait de passer un mois, de 4 heures du matin, Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, ça a bugué un peu. je crois que ça coupe parce que je crois qu'il va falloir que je me mette sur la 4G. Ah, alors attends, je vais essayer de faire ça J'en sans couper. prie. Je vais essayer. Je suis désolée.
le mental, pardon Sandra, je finis juste de répondre à la dernière petite question qui est posée là. Ton mental, en fait, depuis que tu es bébé, il a été structuré par des choses extérieures. C'est-à-dire, depuis que tu as quelques mois, on te parle, on te montre le monde, mais tu comprends le monde à travers tous les autres, en fait. Tes parents, ils te disent, ça c'est une chèvre, ça c'est une vache, ça c'est un canard, ils t'apprennent les bruits que ça fait. Et toi, tu répètes. Et jusqu'à ce que tu sois adulte, en fait, tu continues à voir le monde à travers les autres. J'ai l'impression que c'est grosso modo entre 20 et 30 ans qu'on commence vraiment à se prendre la claque de se dire, en fait, c'est trop dissonant ce qu'on m'a dit et ce que je suis. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire par mon âme, elle regarde là et mes yeux, ils cherchent, ils comprennent rien. C'est trop décalé. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de se dire, c'est pas mon mental qui va savoir, donc je dois revenir dans le corps. Donc, le corps, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il y a cette intelligence de vie, cette force de vie qu'on appelle le prana ou le chi, si tu t'intéresses plutôt à la tradition du qigong et tradition plutôt asiatique, chinoise de l'énergie. Nous, en Occident, on parle beaucoup de force de vie, on parle beaucoup de vitalité. Et si tu commences en fait à remettre le moteur de ta propre vitalité en marche avec un travail sur le corps, sur le souffle, et de conscientiser ta propre énergie, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu arrêtes d'être à la merci de ton mental qui a été structuré par l'extérieur. Et ce qui est sublime, je pense que c'est un peu de ça dont on va parler, Sandra, hein, dans la formation, etc., c'est que, en fait, les deux s'alimentent. C'est qu'à un moment donné, plus tu vas être chargé en énergie, plus ça va restructurer ton mental. Et plus tu vas être chargé en énergie, plus d'un seul coup, ça va créer des nouvelles synapses dans ton mental, ça va créer des nouvelles portes de visibilité. Et d'un seul coup, tu vas avoir la conscience de ce que tu dois faire pour pivoter ce mental dans la direction de ton âme. Et ça s'aligne. Tu as tout dedans, en fait. C'est la majesté, c'est de se dire que tu n'es pas obligé de chercher à l'extérieur. Le corps est une immense clé. Je pense que c'est le cœur de votre formation, non, Sandra? C'est vraiment ça. En fait, l'idée avec les personnes que j'accompagnais, et même moi, ça m'est arrivé, plus tu es perdu, plus tu es dans le mental, plus tu essayes de coller à un schéma. Et souvent, tu imagines ce que les autres pourraient attendre de toi et tu essayes de plaire un peu à tout le monde, d'être loyal, fidèle, et tu te perds. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, à travers mes lectures, mes études, mes accompagnements, que notre sécurité, elle est à l'intérieur. Nos ressources, nos capacités, elles sont à l'intérieur. Elles sont pas à l'extérieur. Mais quand tu n'es pas bien avec ça, et surtout quand tu ne te connais pas, parce que pour moi, il s'agit aussi de connaissance de soi. J'ai l'impression que c'est vraiment moi ce qui m'a sauvée, par exemple. Euh, c'est primordial parce que quand tu te connais pas, tu es toujours en train de chercher l'aval à l'extérieur. Et le problème, c'est que du coup, tu as tendance à aller sur des chemins qui sont pas les tiens parce que tu suis un tel, puis après un tel. Et à un moment donné, tu es perdu parce que c'est pas ton chemin. Et ça me parle beaucoup, cette histoire de l'âme. Moi, je dis toujours que la seule chose qui est réelle, qui est incarnée, c'est le corps. C'est lui qui sait dans la matière, en tout cas. Et ensuite, il y a l'intuition. Mais entre les deux, il y a le mental, il y a l'ego, qui lui est un conteur d'histoire, qui pour moi a une vraie fonction. Mais c'est intéressant de savoir aussi le calmer, l'apaiser, le tranquilliser, pour justement qu'on puisse être plus en connexion et qu'il y ait un lien direct entre intuition, âme et corps. Oui. Et je dis souvent aussi que souvent la vie a d'autres plans pour nous. Tu sais, moi aussi j'ai été focus sur des trucs comme ça, c'est ça que je veux, bien têtu. Je sais que c'est ça, mais généralement tu as tout qui bloque. Ouais. Les rencontres, le corps, enfin tout s'exprime. Alors que quand tu es sur ta voix, tout est tellement fluide. Oui. Donc, Et ça, on a du mal à imaginer, hein. Mais il y a un principe qui circule beaucoup en ce moment sur Internet, et ça me fait vraiment plaisir de le voir, c'est supposé être facile. C'est supposé être facile. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, et ça ne veut pas dire que ce sera pas sans épreuve. Mais si tu as vraiment la sensation que c'est archi dur, et tu sais, c'est dur, pas forcément parce que on te met des challenges en permanence, mais c'est dur parce qu'il y a un truc comme si tu tirais 50 000 tonnes avec toi. Là, mais pourquoi c'est aussi difficile? Et en fait, c'est que dans la relation, c'est pareil. la relation à l'autre,
Ouais, dans la relation, c'est pareil. Quand une relation te demande autant d'efforts, que c'est aussi difficile, ça devrait pas, en fait. Mm. Ça, je le transpose un peu dans tout. Et souvent, je Oui, parle un peu de ménage. Tu sais, il faut faire le ménage pour laisser place. Et pour moi, le ménage, c'est le ménage de ses objets, c'est le ménage dans la relation, c'est le ménage aussi dans nos objectifs. C'est simple, ça peut être facile. C'est pas toujours simple. Ça peut être complexe, oui. mais c'est censé Mais être toi, fluide. et c'est ça, si tu es dans ton flot d'énergie, en fait, je vais juste raconter une histoire par rapport à la méditation. Par exemple, dans la méditation, tu vois, il ne se passe pas grand-chose, en fait, autour de toi. Mais la méditation, alors que tu es assis en tailleur, peut être un calvaire, une bataille où toi, tu t'énerves parce que tu te rends compte que tu n'es pas présente, que tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es agacé parce que tu te juges, tu critiques ton incapacité à être calme. Et dans le même espace où il ne se passe rien autour, tu peux aussi t'abandonner au fait que d'un seul coup, tu observes, tu fais, je suis sacrément agitée aujourd'hui. Non, je suis agitée, j'observe mon agitation. Mais en fait, je la laisse pas m'embarquer. Et du coup, d'un seul coup, cette capacité à observer la complexité, cette mini-distance qui prend juste l'exercice, c'est un peu comme un muscle, c'est un muscle de, il se passe des choses, mais j'arrête de croire que ces choses sont moi. Et j'ai vu quelqu'un qui commentait, tu me fais rire avec même Tribu 5, ton pseudo. Quand tu dis c'est le chaos dans ton mental, en fait, c'est intéressant de se dire, mais c'est OK, en fait. T'arrêteras C'est pas ça. les vagues, t'arrêteras pas le chaos dans ton mental, mais c'est pas toi. Et c'est pour ça que cette métaphore de la méditation, elle est intéressante parce qu'il se passe toujours rien. Tu vois, tu es toujours immobile dans une pièce où il se passe rien. Si à la rigueur, tu avais trois bébés qui étaient en train de te monter dessus, ton chien qui te lèche, je comprends que ce soit compliqué. Mais là, tu es toute seule avec toi, en train de sentir ton mental. Et regarde comme l'expérience peut passer d'un calvaire sidéral à juste une expérience fluide de ah oui, il y a tout ce bruit, c'est pas moi, je l'observe, j'apprends à l'observer, j'apprends à juste revenir à mon souffle. Ok. Donc, juste une petite Cette notion métaphore. Voilà. d'acceptation. On Hum, n'est pas obligé d'être hum, toujours dans la lutte vis-à-vis de soi-même. Il y a toujours ce truc de je vais travailler sur moi. Mais tu vois, il y a cette notion de que je travaille, quoi. C'est du labeur. Et tu sais, ton histoire, elle me fait penser à quand j'ai fait ma formation en hypnose. On avait un module, du coup, sur l'auto-hypnose. Et je me souviens, ma première auto-hypnose, il y avait une mouche qui me tournait autour comme ça. C'est pas possible. Elle me fait chier. Clairement, c'était ça, quoi. Tu vois. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais avec ce bruit. Et en fait, notre formateur nous disait, OK, on va faire exactement la même chose. Sandra, à chaque fois que tu vas entendre le bruit de mouche, tu vas te dire, à chaque fois que j'entends son bruit, je serai de plus en plus apaisée. Même bruit, même timing, oui, juste une perception différente des choses. oui. Et la thérapie, c'est ça aussi. Tu sais, les gens qui viennent me voir en thérapie, entre le premier jour et, je sais pas, 3 semaines après, il y a pas eu de changement fondamental, en fait. La seule chose qui a changé, c'est le regard qu'elle porte sur les choses. Oui, Et ça, c'est incroyable. Ça veut bien dire que ça se passe en soi. On a oui. besoin d'être un peu guidé. Parfois, on a besoin d'outils. C'est un peu le chantier. On a besoin de faire le ménage. Mais on a tout en nous. Et c'est là où je te rejoins complètement. Il y a une notion d'acceptation de ce qu'on est. Parce que c'est en nous que ça se passe. Et pour moi, il y a cette notion de faut s'embrasser, faut s'aimer complètement, s'accepter complètement avec bah, toutes ses parts, mais comme on peut le faire avec notre conjoint, notre animal de compagnie, notre enfant. Tout ce petit monde est loin d'être parfait, ça ne nous empêche pas de l'aimer. Hum, Du coup, je me dis que ça serait intéressant qu'on s'offre le même cadeau, tu vois, la même bienveillance. Et cette histoire de méditation où tu es juste dans l'instant, dans ton corps, d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, ça peut être complètement différent, mais rien n'a changé autour de toi. Et du hum. coup, tu as deux options. Soit tu luttes contre toi-même, soit tu accueilles et t'acceptes. Et ça fait toute la différence. Oui, Mais tu as aussi le droit de lutter et d'accepter que tu luttes, oui. en fait.
il y a la question de Guillaume. Je suis tellement heureuse que tu sois là, Guillaume. Et puis, c'est mon astrophysicien chouchou qui est en train de se mettre à la spiritualité. Guillaume, bienvenue. Salut Alors, Guillaume. il pose la question de si c'est pas toi ce mental, qu'est-ce que c'est? Justement, ça, c'est une très bonne question parce que c'est pas facile de se faire cette distanciation entre toi et le bruit mental. Personnellement, je trouve que vivre une expérience où de façon générale, tu te remplis d'un peu plus de prana et d'un seul coup, tu as un champ de perspective plus vaste sur toi, mais de façon générale, corporelle, énergétique, conscience, ça aide à avoir ce petit pas de recul de eh, mais en fait, je suis pas ce bruit. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si tu étais dans un embouteillage, tu étais dans ta voiture et tu as vraiment envie d'aller là-bas, mais c'est tout bouché. Bah, des fois, il faut juste, tu sors de ta voiture et tu regardes l'embouteillage du côté. Mais vous allez vous rendre compte que c'est pas facile. Vous êtes déjà retrouvé dans un embouteillage complètement bloqué. Et souvent, on a l'impression qu'il faut absolument rester dans cette voiture bloquée. Si c'est complètement bouché, c'est rigolo, cette liberté de. Mais tu sais que tu as le droit de sortir de ta voiture, tu as le droit de te mettre sur le côté. Ça, cette capacité à avoir la conscience que tu as le droit, pour moi, ça vient, c'est beaucoup plus facile quand tu es rechargé en vitalité. Donc c'est là où peut-être entreprendre un jeûne pour avoir une nouvelle expérience de toi dans ton corps. Wow. Ah, en fait, c'est pas pareil. Tu te rends compte que, bah, en fait, tes pensées, elles sont aussi alimentées par tes hormones. Et que du coup, bah, bien sûr, avant tes règles, tu vas avoir beaucoup de bruit mental, c'est très très agité. Après, c'est complètement différent. Si tu ne manges pas pendant 3 jours, tu vas te rendre compte que bah, tes hormones sont forcément altérées, il y a une différence. Donc forcément, tu vas faire une nouvelle expérience de ton mental. Et c'est ces petites expériences différentes que tu peux avoir aussi quand tu changes d'environnement. Va dans la nature, ressource-toi, fais-toi des cures. Et à force d'avoir des petites prises de conscience de tiens, c'est drôle, ça change. Là, tu sors de ta voiture et tu regardes. En fait, du coup, c'était pas moi. Donc, pour répondre à ta question, Guillaume, euh, donc c'est là où Sandra, il faudra qu'on voit si on fait un cours sur la structure du mental dans ta formation. Et je ne sais pas si j'ai envie de te dire maintenant, mais non, ton inconscient, Guillaume, c'est une structuration qui passe par l'éducation que tu as eue et les mémoires que tu as eues. Donc, c'est forcément le passé. Alors, c'est là où c'est pas évident parce que Jung, il nous donne une notion de l'inconscient collectif qui est un peu complexe parce que c'est difficile de comprendre comment lui-même il l'intègre entre conscient construit par les mémoires et l'éducation passée, ou est-ce que là, quand il parle du conscient collectif, est-ce qu'il parle juste de ce prana qui nous relie tous, de cette énergie qui nous relie tous et qui du coup véhicule forcément de l'information. Aujourd'hui, on sait très bien que des airs émergent au même moment à différents endroits dans le monde. On est relié au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, si tu parles de l'inconscient collectif selon Jung, là, du coup, ça sort un petit peu de ce que je voulais dire. Mais si on reste sur la notion d'inconscient, dans le sens, cette chose dans notre mental à laquelle on n'a pas tout à fait accès parce que c'est les choses qu'on a refoulées, ce sont les choses qui parfois ont été un peu trop puissantes ou qu'on ne savait pas trop trier avec la conscience active. Et du coup, on le refoule dans une partie de notre cerveau qui nous gouverne très puissamment. Là, dans ce cas-là, cette partie-là reste une empreinte du vécu précédent. Donc, dans ce sens, c'est pas toi. Parce que tu n'es pas cette histoire passée. Regarde, tu es déjà complètement différent. Ça ne veut pas dire que ça C'est une t'influence pas. part. C'est Ouais, une part. c'est Ça une fait part. partie, mais ce n'est pas toi. C'est comme la pensée. Tu n'es pas ta pensée. Mm. Tu n'es pas ton émotion. C'est là, ça a une fonction, mais c'est pas toi. Mm. Et c'est vrai qu'on, tu sais, il y a cette espèce d'injonction au qui es-tu? Oh, je suis Qui, tellement heureuse que tu dis ça. Vas-y, vas-y. En fait, j'en ai parlé beaucoup avec des copines récemment. J'étais là, attends, j'ai des tas de trucs à dire là-dessus. alors, je ne veux pas dire grand-chose, je vais te laisser continuer, mais ce qui es-tu, il est terrible. Parce que déjà, on a tendance à s'identifier à plein de choses qui, ne, qui sont tout sauf un qui je suis. Est-ce que je suis une femme qui a un turban ce soir? Est-ce que je suis mes possessions? Est-ce que je suis... Et ce qui es-tu pour moi,
c'est toute une vie et même plusieurs vies. Et à chaque fois qu'on se demande qui suis-je réellement, on ne se pose pas d'autres questions. De quoi je suis. On n'est pas sur le même niveau. Hmm. Je crois que ça coupe de mon côté. Je t'entends, mais je te vois. Là, ça y est. Ça y est, t'es de retour. Ça coupe, ça coupe. Et en fonction du jour, tu parlais aussi des règles, donc en fonction des hormones, du jour, de l'humeur, ce qui es-tu ou qui je suis, il change. Parce qu'on n'est pas juste un je, hop, ça y est, je suis ça. C'est dit, c'est fait et je suis ça d'aujourd'hui jusqu'au bout. En fait, il y a cette notion d'impermanence. Et on est aussi cette impermanence avec tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous. On peut être un moment très bien et dans l'heure qui suit, être beaucoup moins bien. Et le problème, c'est que souvent, on fait l'amalgame, on a l'impression que le bonheur, être heureux, c'est être toujours bien. Tu sais, un truc un peu linéaire. Je sais qui je suis et à partir de là, hop, tout va bien, c'est sûr. Et en fait, non. Enfin, pour moi, en tout cas, le bonheur, c'est justement d'accepter ces phases de haut et de bas. Et je dis toujours que la tristesse, c'est OK, la peur, c'est OK. Ce qui devient compliqué, c'est quand tu commences à être triste, d'être triste. Ce qu'on appelle la dépression. Je suis toujours triste à l'idée d'être triste. Du coup, même si j'ai pas vraiment de tristesse, je suis déjà triste. La grosse colère, c'est ça, la colère de la colère. La colère a une fonction, mais la colère de la colère, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Donc, dans ce qui je suis, pour moi, à chaque fois qu'on se pose la question, on passe à côté de plein d'autres petites choses. Je ne sais pas si toi, tu as des choses à dire par rapport à... Ah ouais, 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 j'adore. J'aime beaucoup comme tu décortiques les choses. Il y a plein de petites histoires qui me viennent et ça me touche parce que je vois qu'il y a Florie qui est là, qui a partagé un coaching avec moi et on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de... Spoiler alert, moi quand je commence un coaching, je dis aux gens, moi je vais t'amener à nulle part de fulgurant, ça va pas se voir, ta transformation ne va pas se voir, tu vas pas être accompli, tu vas pas t'être trouvé parce qu'en fait, il n'y a pas de version finale de toi. Il n'y a à aucun moment une version de Beata. Ça y est, c'est le self-control, c'est magnifique, c'est ça. Ça n'existe pas. Ça me Ça fait n'existe penser, pas. tu sais, à ce truc-là qu'on entend souvent en ce moment, être la meilleure version de soi-même. C'est quoi? Il y a un Ouais, brouillon et c'est il y une a la meilleure injonction. version. Imagine, alors du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu es là, Florie, dis-nous ce que tu en penses, mais c'est hyper stressant pour les gens qui font un travail sur eux de se dire, ça y est, est-ce que je suis la bonne version? Est-ce que j'ai fini? J'ai pas fini, je me sens toujours un petit peu tracassée. Oh non, j'ai toujours des émotions un peu dark. Merde, j'ai chié mon coaching. Non! Ce Tombe sera tout. amoureux de la danse, tombe amoureuse de... Ouais, C'est ça ça. pétille, c'est vivant, t'as toutes ces facettes de toi. Et, euh, et du coup, il me viennent deux autres petites anecdotes que j'aimerais partager. Il y a une amie qui récemment m'a fait un cadeau, une amie que j'aime vraiment beaucoup, mais qui m'a dit, j'arrive plus à te suivre sur les réseaux sociaux, je te trouve fausse. Je te trouve, enfin, je te reconnais pas. Et sur le coup, j'ai été vraiment, oh, ça fait super mal d'entendre ça. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'entendre super fort dans toutes mes cellules. C'est sublime parce que ça montre combien je change, je suis en métamorphose permanente. Et personne ne sait quelle est la version finale. Même mes amis ne savent pas la version finale que je suis. Moi, je ne sais pas la version finale que je dois être. Je n'en ai aucune idée, donc je navigue. Et, et du coup, moi, j'ai ce mantra qui est Everything that you do with love is done well. Si toi, tu es piloté par je vais faire confiance, une forme d'abandon au bruit de mon cœur, à ce qui vibre oui ici, pas là, ou pas dans mes accomplissements, mais si ça vibre oui ici, ok, ben je vais dans cette direction-là. Et ça va forcément être un peu incohérent avec différentes choses, parce que si toi tu morphes, bah, l'impermanence, elle n'est pas forcément
confortable pour les autres qui auraient aimé que tu restes figé dans une case, c'est plus lisible pour eux. C'est ok, tu peux avoir tout l'amour du monde et leur dire ouh, je suis comme l'eau, là, ça passe. Sorry, je sais pas jusqu'où ça va couler. Viens avec moi si tu veux, on va voir. Et du coup, l'autre petite anecdote que je voudrais partager, c'est mon amie Morgane de Culture Yoga que j'aime beaucoup, qui a une grande sagesse, qui un jour, alors que je lui disais, oh, je suis dégoûtée, j'étais en train d'avoir des expériences fulgurantes où pendant plusieurs mois, j'avais une sensation d'un amour, mais c'était presque difficile à contenir. J'avais l'impression d'être perforée par un faisceau d'amour qui... C'était juste une espèce de typhon, je sais pas comment l'exprimer, c'était waouh! Et du coup, tout était amour. J'avais l'impression de communiquer avec mes plantes, de communiquer avec Dieu, H24, tout était extase. Et puis du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Du coup, je vais parler avec Morgane en me disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il faut que je continue une sadhana? Elle m'a dit, mais t'oublies complètement que t'es relié au grand tout. Regarde, toi, à un moment donné, t'es en exposition à... Peut-être que devant toi, tu vois, mine de rien, la nébuleuse, elle est en train de traverser tel et tel courant énergétique. Peut-être que au niveau cosmique, tu vois, il y a des mouvements énergétiques surpuissants. Peut-être qu'au moment où tu as senti ça, le soleil était en train de faire des irruptions et que du coup, ça a vibré avec ton cœur parce que tu étais réceptive à cette énergie-là. Puis c'est fini, ça. Du coup, viens accueillir la prochaine expérience. Et c'est intéressant parce que je pense à des discussions qu'on a eues pendant la retraite. Quand on a un truc fort ou un truc qui feel good, on a tendance à vouloir ça tout le temps, tout le temps. Et c'est Oui. tellement beau de se dire danse avec le mouvement. Parce qu'il y a d'autres trésors en route différents. Danse avec le mouvement. Laisse-toi embarquer. Pense à cette nébuleuse. Vous avez vu dans quelle galaxie on est? C'est tellement beau. Vous avez vu la forme que ça a? C'est un mouvement fulgurant. Et nous, à l'échelle du cosmos, on est comme les petites bactéries dans ton intestin. On est microscopique dans ce grand mouvement. T'imagines, c'est comme si les bactéries dans ton intestin, elles commençaient à se chahuter parce que ça y est, t'es parti faire un jogging, t'es plus allongé comme t'étais tout à l'heure. Non, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais t'inquiète, bactéries, prends le kiff là, kiffe le ride. Laisse-toi bercer par le courant de cet humain qui est en train de faire son expérience. C'est pareil à l'échelle du cosmos. T'es bercé par un truc beaucoup plus grand. Et surtout, Donc, on connaît le chemin. On peut se faire confiance aussi sur le fait qu'on connaît le chemin de, de la descente et donc de la remontée. en dedans, tu veux dire, dans notre Oui, être intérieur? à l'intérieur de nous, le chemin, on le connaît. C'est juste que quand on lutte, on le voit plus. Oui. On appuie sur plein de boutons comme ça, tu vois. Et des fois, d'ailleurs, des fois, c'est ce que je dis à Sébastien, arrête d'appuyer sur tous les boutons parce que le problème, c'est que parfois, tu finis par appuyer sur le bon bouton, mais tu sais plus comment t'as fait. Oui, c'est trop ça. Tu vois, donc il y a cette espèce de conscience aussi de s'arrêter. Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et en fait, je dis toujours, plus tu es dans l'acceptation, plus tu peux aussi observer. Et du coup, tu sais, tu fais un pas après l'autre. Et ce pas que tu viens de faire, en fait, il va te servir pour plein d'autres fois parce que c'est inscrit. Tu sais, c'est comme les gens qui, quand tu as confiance en toi, généralement, c'est que tu as mis en place certaines choses. Hop, tu as vu que tu pouvais faire malgré ta peur. Et puis, tu as vécu cette petite réussite. Et ça, hop, ça s'est gravé à l'intérieur de toi. Donc, la prochaine fois, tu auras peur, mais tu auras encore plus de facilité parce que tu sais ce qui t'attend derrière. Et même si chaque expérience, en fonction de ton âge, de qui tu es entouré, c'est différent, n'empêche que c'est toujours la question de la ressource et de la capacité en soi. Le chemin, il est en toi. Tu le connais. Oui. Tu le connais. Ton âme, C'est juste que parfois, il fait ton un âme, peu. elle sait puisque tu es relié à tout. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Et il y a un truc aussi que je trouve important dans cette notion de quand je vais bien, je veux toujours aller bien. J'accepte encore moins d'aller mal. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait fait un peu ça. J'ai fait une dépression, de nombreuses dépressions plus jeunes d'ailleurs. Puis quand j'ai commencé à aller mieux, j'avais peur de pleurer. Je me disais, si je pleure, c'est que je suis en dépression. Donc en plus, j'ai Waouh. tendance, tu vois, je suis une émotive et tout. Et c'est très difficile pour moi d'être dans cette acceptation. Ok, je peux pleurer et c'est pas grave. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est que quand tu travailles sur toi en profondeur,
C'est un peu, tu sais, l'histoire de des plures d'oignons, hein. Quand tu épluches ton oignon, déjà, tu pleures, quoi. C'est comme ça te pique les yeux. Tu sais qu'après, ça va être bon, tu vas le cuisiner et tout, ça va être merveilleux. Mais au début, bon, faut passer par cette étape. Ça, c'est la première chose. Et aussi, moi, je pars du principe que il n'y a pas de naissance sans petite mort. Et à chaque fois qu'on guérit une part de nous, ça veut dire que d'abord, on a laissé passer, on a laissé partir une part de nous. Et quand on laisse partir, il y a un deuil qui doit se faire à l'intérieur. Et ce deuil, il peut être accompagné d'un mal-être, de pleurs, de colère, d'inconfort, de plein de choses. Et souvent, pour moi, je le vois là, des fois, c'est vraiment pas du tout, c'est loin d'être synonyme de dépression, c'est synonyme au contraire de beauté juste derrière. Juste derrière. Juste derrière le nuage, il y a le soleil qui est éblouissant. Donc, le problème, c'est que si je commence à me couvrir parce que ce nuage, j'ai peur qu'il pleuve et tout ça, en fait, je vais pas voir le soleil juste derrière. Je vais passer à côté. Donc, il y a cette notion d'accepter, de laisser partir, de laisser mourir une petite part de nous et donc d'en faire le deuil dans la tristesse, dans l'inconfort, pour pouvoir renaître à quelque chose qui nous correspond un peu plus. Exactement. Exactement. Voilà. Un enseignement qu'on m'a légué, c'est tu es toujours en évolution. Tu faut penser à ce Big Bang initial qui fait que tout est en expansion. Depuis qu'il y a quelque chose, tout est en expansion. Alors oui, on a cette notion d'à un moment donné, ça va s'avaler soi-même. Je ne sais pas trop quand. Je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. Mais ça veut dire que nous, on est toujours dans cette expansion et du coup, quoi que tu fasses, tu es dans ce mouvement d'expansion. Expansion de ta conscience, expansion de tes sens, de ton système cognitif. Et du coup, jusqu'à ce qu'il y ait ce déclin qu'on connaît vers l'arrivée de la mort, qu'il faut aussi accepter comme cet univers qui va s'avaler à un moment, tu es en expansion. Donc, fais confiance à ça, à cette expansion et le fait que le moment où tu arriveras à ton déclin, ce n'est qu'un déclin dans la forme parce que ton énergie, elle continue dans cette expansion du cosmos. Et tu vas forcément revenir énergétiquement dans cette expansion sous une forme qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on n'a pas accès à ça. Mais il n'y a que de l'expansion. Et moi, la tradition que je suis enseigne que tu es ici pour faire comme un grand plein de conscience. Donc, voilà, conscience des plantes, conscience des humains, conscience de toi-même. Et quand tu passes, quand tu meurs, en fait, c'est la forme matérielle qui revient à la Terre. Donc, en fait, même ça, il n'y a pas techniquement de fin. Mais ta conscience, elle vient juste se remettre dans l'absolu. Donc, ce n'est que de l'expansion. Même si toi, tu as l'impression que tu es en train de galérer avec tes psychoses, si tu as l'impression que tu es en train de galérer avec tes émotions, c'est de la conscience. Tu es en train de faire l'expérience de ça. Et rien que ça, pour les personnes qui doutent, qui sont en train d'écouter, rien que ça, c'est une clé magistrale. Tu es en train de faire l'expérience de la tristesse. Est-ce que tu peux carrément te mettre en contemplation de mais qu'est-ce que je sens vraiment? Comme ça, j'embarque avec moi dans le grand tout, cette vraie conscience de qu'est-ce que je suis en train de sentir. Et là, tu vas voir que ça change toute l'expérience. Complètement. Et je ressens de la tristesse, je ne suis pas la tristesse. C'est comme la pensée, quoi. Et ça, je crois aussi que c'est vraiment important de le comprendre. Tu sais, j'aime bien, pendant les ateliers, je fais souvent un schéma pour les émotions. Je sais pas si... Ouais, hop là, regarde. Oh, les ardoises, c'est trop bien. Je fais souvent ce petit schéma qui dit que, hop, là, on a le pic de l'émotion, on va prendre la tristesse parce que justement, on en parlait. Et ça, souvent, la tristesse, on a peur d'y aller, tu vois, on a peur d'être très, très triste, comme si on allait rester bloqué là-haut. Et le problème, c'est que quand on commence à monter là, sur le chemin de la tristesse, comme on a peur d'ici, de cette espèce d'inconnu, on reste bloqué dans un espèce d'entre-deux. Ce qui fait qu'on fait des tout petits va-et-vient. Ouais, on fait des tout petits va-et-vient. Donc, on n'est pas très, très triste, mais on n'est pas bien non plus. Alors que l'émotion, si on la laisse aller, c'est un peu comme le grand 8, quoi. Elle va monter, effectivement, elle va avoir un pic,
mais juste derrière, il y a une redescente. Et c'est à peu près le seul moyen, je trouve, ce schéma, de vivre l'émotion inconfortable le plus confortablement possible. C'est accepter ce mouvement de ouh, ça monte, je sais pas trop où est-ce que ça va m'embarquer. Et puis en fait, quand tu te laisses aller à cette tristesse, que tu pleures, que tu l'accueilles, en fait, tu te rends compte que t'en meurs pas. Au pire, tu as de la morve, tu peux même avoir du mal à respirer, tu peux avoir l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça redescend, voire même tu t'aperçois que qu'est-ce que ça m'a fait du bien en fait. Qu'est-ce C'est que ça ça. m'a fait du bien de laisser libre. Dans ton schéma, ce que moi surtout je vois avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est le petit entre-deux que tu as dessiné, c'est une résistance à recevoir le message de ton émotion. Je travaille beaucoup avec la colère et ouah, j'adore faire ce travail-là parce que on a ce gros tabou que la colère est quelque chose qu'il faut réprimer, alors qu'en fait c'est un message. C'est un message que tu peux recevoir que le moment où en fait tu vis vraiment ta colère. Et si tu le fais en conscience, le pic là où tu as fait ta petite croix en haut de la bosse, c'est le moment où tu prends vraiment l'information. Avant d'arriver à ce pic, tu n'as pas vraiment pris l'information, tu ne l'as pas reçue, tu ne peux pas la conscientiser. Et du coup, ça peut faire des choses encore plus graves, c'est que tu n'as pas entendu le message. Donc, ça veut dire que la chose qui a réajusté, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, n'est pas conscientisée. Et du coup, moi, je suis une fervente croyante du fait que notre corps peut développer des maladies si on n'a pas chopé l'information. Et du coup, bah, ça va passer quelque part d'autre. Et c'est troublant. Moi, j'ai des tas de connaissances qui développent des psoriasis s'ils n'ont pas pu dire qu'ils étaient en furie parce qu'il y avait une injustice au travail. Des tas de connaissances qui se mettent à avoir des problèmes d'acné. C'est tellement parlant, l'acné. Acné fulgurante quand surtout, faut pas dire quand ça va pas parce que tu as trop peur. Tu as terriblement Les peur problèmes de peau, de toute façon. Ah, ça parle tellement fort. Donc ça sortira d'une façon ou d'une autre. Et tu peux te faire un cadeau en faisant confiance euh, que ton corps ne ment pas. Donc si tu Ça. sens la colère, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas contre toi. C'est pas contre les autres. C'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Donc c'est encore cette notion de flow en fait. Depuis tout à l'heure, on parle de cette confiance en ce qui est. Donc c'est ce qu'on va faire, Sandra. C'est ce qui va se passer avec votre formation. C'est exactement ce qui va se passer avec la formation. Et je suis ravie de la faire, cette formation, parce que c'est le début. C'est le début, tu vois, pour moi, c'est un peu les bases. C'est vraiment donner des aspects un peu théoriques, justement, pour être dans la compréhension, pour pouvoir après passer par je vais dire ce travail, il m'énerve ce mot, par cette phase, par ce process d'introspection. Parce que, encore une fois, c'est pas en regardant un peu partout, en allant chercher un peu partout, c'est vraiment en regardant en soi. Et puis après, une boîte à outils avec différents outils dont qui fera partie, justement, parce que une fois qu'on a compris, tu sais, euh, souvent quand on a une difficulté, et la psychologie y est pour beaucoup, on a tendance à se demander pourquoi. Pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, pourquoi c'est difficile. Et, euh, et, et Freud a fait sans doute des choses bien, mais aussi des choses pas cool. Parce que le Je suis pourquoi pas une spécifique, grande fan de Freud. voilà. Souvent c'était c'est à cause de ta mère. Voilà, de toute façon. Et Not true. Not true. not true. Et en fait, moi, je dis toujours, ok, tu peux passer des années en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça maintenant. Mais une fois que tu as compris, une fois que tu sais, bon, ok, papa a fait ci, maman a fait ça fait partie de ton histoire. Ça a construit ton inconscient, tu le disais tout à l'heure. Mais c'est pas avec ce pourquoi que tu avances. En fait, pour moi, un pourquoi il est intéressant que si derrière il y a un comment. Comment je viens me reconnecter à ma sécurité intérieure, comment je fais, parce que ce n'est que ça, hein, c'est comment je peux avoir assez de sécurité intérieure pour faire avec mon monde intérieur et le monde qui m'entoure. Et si j'ai pas cette sécurité intérieure,
à l'intérieur, je vis dans un monde de guerre. Et Mhm. si je vis dans un monde de guerre, eh ben, je suis pas bien avec moi, je suis pas bien dans ma relation aux autres, parce que tout est potentiellement un danger pour moi. Et Et ça, j'ajouterais c'est au mot guerre, je mettrais aussi victimisation. Dans ce que tu racontes, tu es une profonde victime de la vie. Et la philosophie yogique nous amène à une observation magistrale qui est la vie ne se passe pas contre toi, elle se passe pour toi. Donc, c'est la notion de dharma, tu vois, qui arrive en spiritualité, qui est joliment validée aujourd'hui avec l'épigénétique, qui est euh, toutes tes expériences et ton bagage génétique et ton éducation, ton conditionnement sont autant de clés qui vont te permettre d'aller vers un accomplissement de toi. Et tu peux sortir de ce schéma de victimisation où tu as l'impression que tout ça, c'était des causes horribles qui te fichent, qui te bloquent. Et il y a le mantra, tu sais, yogique de Ganesha, Om Gan Gana Ganesha. Et ça, c'est vraiment honorer le fait qu'il n'y a pas d'obstacle, tout est le chemin. Et, et sortir de ce schéma de victime, ça fait que tu es purement responsable, en fait. oui, Et je réfléchissais récemment au fait que je crois que dans mon chemin personnel, il n'y a rien qui a été plus magistral que arrêter de jouer la victime dans ma tête et commencer à assumer à 1000%, je suis totalement responsable. Je suis totalement responsable de tout. Je suis totalement responsable de la place que j'accorde à un événement dans mon mental. Je suis totalement responsable des expériences que je crée ou que je ne crée pas. Je suis totalement responsable de ce sur quoi je cogite ou pas. Je suis totalement responsable des expériences passées. Si ça s'est passé, c'est que j'étais co-créatrice à 1000%. Et je ne sais pas si tu vas donner dans la formation une place à la notion d'épigénétique et à la notion de comment on a un pouvoir sur l'expression de qui on est et la réalisation de qui on est dans la façon qu'on a de placer l'énergie, le mental, et qu'en fait, c'est validé aujourd'hui par la science que tu es tellement responsable que même ton code génétique, qui a l'air d'être une empreinte figée, même ça, tu peux le redéfinir, tu peux le re-exploiter, le remanier comment ça s'exprime. Donc, tu te rends compte à quel point tu es libre et responsable. Et je vais juste finir sur la notion de un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et moi, je pense que ce que j'essaie de dire avec toutes les personnes avec qui je travaille, c'est tu es tellement puissant. Tu es tellement puissante. Tout, tout le potentiel de ton attention, de cette capacité à créer ta réalité, ça veut dire que tu as une immense responsabilité. Donc, moi, tu vois, dans ce que je vais transmettre dans la formation avec vous, c'est revenir tenir les rênes de cette responsabilité. Il y a plein de clés pour ça. c'est en fait quand on parle de responsabilité, déjà il y a deux choses. Responsable ne veut pas dire coupable. C'est deux choses bien différentes. Mais ça peut faire peur, mais reprendre cette responsabilité, c'est reprendre son plein pouvoir en fait. Tout simplement. C'est quand on arrête de se victimiser, c'est se réaccorder. Tu dis souvent l'empouvoirment, c'est ça, c'est reprendre son plein pouvoir sur soi. Et il n'y a rien de plus intéressant que ça. Effectivement, il y a souvent, moi j'ai remarqué, un bénéfice secondaire à être victime, à se sentir victime. C'est jamais désagréable, c'est jamais agréable, pardon, mais il y a un bénéfice secondaire parce que sinon on le ferait pas. On le ferait pas. Et moi je dis toujours déjà dans la relation, comme tu l'as dit, on est deux à construire la relation. On est deux, sinon il n'y a pas de relation. Donc il n'y a pas de victime bourreau. Je mets juste un petit bémol à ça et je le dis toujours quand il s'agit de violence. Ce que je dis C'est là pour important. ce Oui, que je dis là pour moi quand il s'agit de violence, on n'est plus dans ce que je suis en train de dire là. Euh, peu importe qui a conduit quelqu'un à être dans une situation dangereuse et violente, moi j'ai envie de dire, si tu es ici sur ce live avec nous, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable, euh, oui, oui, oui. Merci tu de faire la as le précision. droit à de l'aide, tu as le droit d'être entendu. Oui, tu dois te sentir seul plus d'une fois, mais personne n'a le droit
de te faire ça. Et ça, c'est de la maltraitance. D'accord? Donc là, c'est pas ce dont on parle. On a la faculté de se maltraiter soi-même. Mais parfois, effectivement, si on est avec un conjoint, une conjointe maltraitante, violente ou violent, on a déjà été dans un tel processus psychologique que de toute façon, on est dans une sorte d'enfermement, on est bloqué. Okay. Là, cette notion de responsabilité, elle est très différente. Et cette notion de je reprends ma sécurité intérieure, tout ce qu'on dit un peu depuis le début avec Beata, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, c'est juste que c'est encore un autre process, c'est encore autre chose. D'accord. Donc, surtout, on ne s'accuse pas de ça. Et si vous avez Je, quelqu'un dans votre entourage, c'est important de l'entendre aussi, ça. J'irai même encore plus loin que ce que tu as dit. Euh, Par exemple, quand j'étais dépressive, je, j'ai eu totalement le schéma de victimisation, mais alors 1000%. Pour moi, c'était la faute de mon père, c'était la faute de mes amis, c'était la faute de mes patrons, enfin, c'était la faute de tout le monde. Je pense que je deviens responsable à partir du moment où j'ai la notion de ce que je peux faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est-à-dire complètement. que tant que j'ai pas la notion de ce que je peux faire autrement, je suis pas responsable parce que c'est vraiment cette notion de il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, moi, j'ai eu des jobs, on m'a dit tu dois partir, alors que ce que je faisais était. Par exemple, j'ai dénoncé des choses qui étaient pas légales. Ça m'est arrivé de me faire virer d'un taf parce que j'étais un peu le whistleblower et que j'étais la personne qui disait là, c'est pas très légal ce qui est en train de se passer ou c'est pas tout à fait normal. Et donc, il y a deux choses dans ce que je veux dire. C'est que à l'époque, quand on m'a virée, je me suis sentie victime très, très fortement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que je me considère victime, ça voulait dire aussi que j'étais dans un apitoiement de moi au lieu d'être dans un alignement profond avec mais c'est génial, meuf! Fais-toi virer des tafs comme ça! Mais vas-y! Et là, je sais que beaucoup de personnes avec qui je travaille ont cette espèce de c'est pas juste, alors que tu peux changer en mode là! Je maîtrise la situation, c'est moi qui veux ça, c'est moi qui crée ça. Je veux être viré des tafs où c'est pas légal. Complètement OK avec moi. Seulement, la raison pour laquelle j'étais en victime, c'est que moi-même, j'étais complètement à l'ouest sur mon pouvoir personnel. Je ne savais pas qui j'étais. Eh oui. Donc, je pense que c'est ça pour toutes les déclinaisons de moments où on se victimise. Donc, même une personne qui se fait abuser, je pense que le moment où elle a conscience de son pouvoir et qu'elle est capable presque de donner un coup de boule à la personne qui est en train d'abuser ou d'amener en justice, souvent le souci, c'est qu'on n'a pas conscience de ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas OK. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que des Bah, il y mouvements a une comme telle Vive emprise l'entrée psychologique. et le travail qu'on offre, nous, il est nécessaire pour que tu reviennes sentir ce dont tu es capable, que tu reviennes embody, vraiment être dans ton corps et faire ah, mais je suis ça. OK. Et à partir du moment où tu as pris conscience de ce que c'était, là, tu as une responsabilité. C'est viens, repivote. Repivote pour que ce soit ça le mouvement majeur et pas l'autre histoire. Ça, tu as raison de préciser le fait qu'il y a vraiment des expériences de vie qui sont perturbantes parce qu'elles viennent entailler ton identité au plus profond de tes cellules. Et, et c'est hyper important d'honorer ça, d'honorer que c'est vraiment difficile, qu'il y a des choses qui vont prendre beaucoup de temps et que c'est OK. C'est profondément OK de prendre ce temps. Il n'y a pas d'injonction à être happy, il n'y a pas d'injonction à être pétillante, à être the boss. Non, non, non. Ouais, ça. Et puis, toujours cette good vibe, la pensée positive à tout va. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça finit par être maltraitant, en fait. Euh, Oui. on en parlait dans nos échanges. On disait, ouais, ok, la pensée créative, c'est puissant, c'est tout ça, mais pour moi, il n'y a pas de pensée créative si à un moment donné, tu n'acceptes pas aussi le fait que, bah non, c'est pas vrai, t'es pas dans un good mood à chaque fois que tu ouvres les yeux et que tu t'étires comme ça le matin au réveil. C'est pas vrai. On est des êtres vivants, ça fluctue. Ça fluctue. J'aime Mais à ça, il trop. y a eu On est une... dans cette team de.
Il y a une Ah, question de Sabine qui dit qu'elle a une amie qui a perdu son conjoint après 18 mois de maladie. Comment lui expliquer cela? Et je vais te laisser aussi répondre à ça, mais moi, il y a un truc que je voudrais répondre à ça, c'est que euh, il y a un temps nécessaire pour chaque chose et on n'est pas obligé de porter une explication sur tout. Et que parfois, on a juste besoin d'être écouté, entendu, accueilli, surtout dans le deuil, sans que qui que ce soit tente de nous expliquer ou sans que on nous dise ça va passer, ça va aller mieux. Juste, moi, je crois que le meilleur moyen de mettre du baume sur cette grande peine, sur cette perte, enfin peu importe, c'est de lui laisser de la place en fait et de mhm. pas chercher à tout prix à l'expliquer et à la laisser passer en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'elle demande une explication? Mais moi j'ai Oui, tendance à me dire que s'il n'y a pas de demande d'explication, le meilleur la meilleure façon d'être d'honorer cette amitié, c'est peut-être juste d'accueillir la tristesse de ton ami, oui, j'en sais rien. Peut-être que tu as envie de dire, d'ajouter quelque chose par rapport à ça, Beata. oui. J'aime beaucoup comme tu réponds à ça. C'est beau et c'est doux. Je pense qu'il faut se rappeler que l'on a un rapport à la mort qui est culturel et que si on vivait dans d'autres espaces, si on était par exemple peut-être des tribus peut-être plus vivant dans la forêt, en contact avec Pachamama, on aurait un tout autre rapport à la mort. Aujourd'hui, on a tellement cette course effrénée à devenir quelqu'un avec... on en parlait avec des amis, c'est cette logique de... On a passé des paliers toute notre vie. Tu vois, tu passes le CE2 pour arriver au CM1 et le CM1 au CM2. Et on arrive à cette idée qu'il y a une finalité comme prédéfinie à quelque chose à ta vie. Sauf que, comme je vous ai dit, ces bactéries dans notre ventre, elles se laissent porter par où moi je vais. Et en fait, ça n'a pas d'influence, ça cohabite ensemble, mais on ne sait pas où ça va. C'est pareil pour l'ordre du vivant. C'est-à-dire que nous, êtres humains sur cette planète bleue, on ne connaît pas le grand, grand programme. On est comme les bactéries dans l'intestin. Si Beata a envie d'aller faire son jogging, bah, elles vont aller faire le jogging. Et si du coup ça crée une grande inflammation intestinale, et bah, d'un seul coup il y a une grande inflammation intestinale et les bactéries elles vont faire cette expérience-là. Et on ne connaît pas le grand, grand, grand programme, celui dans lequel la planète bleue elle est en train de naviguer, celui dans lequel nous on est portés. Et si une âme quitte le monde matériel, donc là je parle vraiment de l'incarnation où tes cellules se sont organisées comme ça, à un instant T, le moment où les cellules se désagrègent, ils ne sont plus cette structure-là, ne t'inquiète pas que la conscience, elle continue et elle a un dessin immense auquel nous, on n'a pas accès, en fait. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, un grand projet d'expansion. Tout s'orchestre à la perfection. Le simple fait qu'on soit là pour faire cette expérience de vie est pour moi la plus belle illustration de tout s'orchestre à la perfection. Et c'est pas facile dans notre culture occidentale d'accepter ça parce que il faut se rappeler qu'on nous a mis tellement de pression à devenir quelque chose, à cette pression à il y a un moment où tu seras tout accompli que du coup quand on quitte la vie peut-être plus tôt que prévu avec un milliard de guillemets, il y a toute cette résistance à non, c'était pas ce que je voulais. Mais en fait, déjà à la base, c'est bizarre d'avoir cette construction dans une direction. On ne sait pas. On ne C'est sait ça. pas. Et Donc, je suis justement, désolée, pardon, je finis juste sur ça. ça fait la vie. Je sais que c'est pas très réconfortant ce que je suis en train de dire. Ça permet pas de, d'être apaisé de la tristesse. Parce que une perte, c'est colossal. Et je sais ce que c'est que d'avoir cette sensation que le monde est rempli et que c'est bon d'avoir ces repères qu'on connaît, des gens qu'on chérit. Le monde est riche des autres. Et le moment où ils sont plus là, le monde est du coup plus vide. Mais peut-être que cette compréhension du fait qu'on est vibratoire et que c'est pas parce que la forme charnelle n'est plus là que la conscience n'est plus là. Avoir conscience que la conscience sera toujours.
C'est juste que cette conscience, cette personne qui est malade et qui est décédée, sa conscience continue. Peut-être même qu'elle viendra aider la femme sous d'autres formes, peut-être des signes, peut-être des intuitions. Il n'y a pas de séparation en définitive. Complètement, complètement. Après, ce processus de pourquoi il est légitime et il se fait souvent, et c'est souvent aussi un moyen de tenter de lutter encore contre quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui qu'on connaît et dont on est sûr que ce soit vrai. Pas de réponse certaine à ce pourquoi, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de temps, d'acceptation et ensuite de comment. Comment je peux sentir, peut-être, comment je peux encore sentir sa présence, le ressentir, comment je peux, moi, vivre aussi avec cette perte, me relever, avancer. C'est comment je peux accueillir ça avec toute cette douleur. Il y a quelque chose qui est aussi assez important de se rappeler, c'est que l'impermanence est aussi un des plus beaux cadeaux qui nous permet de célébrer ce qui est. Je pense qu'on n'apprécierait pas les roses de la même façon si elles étaient perpétuellement ouvertes et perpétuellement en train d'avoir leur parfum. On apprécie une rose parce que on voit le bouton qui va s'ouvrir et qu'on l'attend. Et que le moment où il est en pleine expansion, on sait, je prends tout maintenant parce que je sais que tu vas faner. Et on ne ferait pas l'expérience du vivant de la même façon si c'était permanent. Donc il y a vraiment une clé, un art de vivre, de se dire tout ceci est impermanent. Je suis impermanent. Mon émotion, aussi grave qu'elle soit, est impermanente. Du coup, peut-être même juste prends-la totalement, c'est impermanent. Je pensais pas qu'on irait dans ces profondeurs. Non, moi ça non me plus. met de ouf. Moi non plus. Mais par contre, ce dont j'étais à peu près sûre, c'est qu'à un moment donné, on allait appuyer sur le bouton et que ça allait nous mener à plein d'endroits, mais pas forcément ce qu'on avait prévu. C'est très bien, c'est très bien. Merci Sabine pour ta question. Ouais. Beata, j'ai eu des questions, moi, sur, quand j'ai mis la petite boîte à questions, sur la résilience notamment. Et on me demandait, mais c'est quoi la résilience? Ça veut dire quoi être dans la résilience? Et il y a même eu cette question de comment on travaille sa résilience. Bon. Alors, je l'ai déjà dit, hein, la notion de travail dans la résilience, pour moi, c'est encore, tu vois, travail et résilience. Ça va pas forcément dans la... On n'est pas obligé de lutter et c'est pas obligé d'être un dur labeur pour tout. Hein. La vie n'est pas un travail, on vit. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question, à cette notion de résilience, justement? Ça me touche trop cette question parce que en 2018, j'ai commencé un podcast qui s'appelait... Non, je l'ai commencé en 2017, 2018. Ça s'appelait Golden Cracks. Et je faisais référence avec ces cracks dorés, ces fêlures dorées. Je faisais référence au kintsugi. Le kintsugi, c'est l'art japonais d'enluminer les failles d'un bol cassé avec de l'or. Et du coup, de montrer qu'un bol est beaucoup plus précieux une fois qu'il a eu cette faille et qu'il a été réparé qu'initialement. Donc, mon podcast n'a pas en fait vraiment décollé, puisque quand je faisais les interviews, je me suis rendu compte, c'est pas ça que je cherchais en fait, il y a un problème, je voulais pas parler de ça. Parce que les gens me racontaient que leur fucking success stories. Là, mon mari est décédé, mais c'est bon, là, ça y est, j'ai repris un taf, c'est génial. Moi, j'étais là, mais en fait, moi, je m'en fous de savoir ça. Moi, je veux savoir ce que ça t'a fait de perdre ton mari. Le process. Ouais. Je voudrais savoir, ça fait quoi d'être déconstruite quand t'as plus ton âme sœur, en fait. Et les gens pouvaient pas raconter ça. C'était trop gros. Donc, avec beaucoup d'amour pour les gens, j'ai fait, laisse tomber, c'est juste... en plus, ce genre de podcast, il faudrait que je sois pendant une semaine avec la personne pour peut-être capter des bribes, par-ci, par-là, de choses racontées. C'est pas un truc qui se raconte comme ça, la résilience. C'est très précieux, la résilience. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est parce que j'ai
pas fait ce podcast, c'est parce que euh, j'ai commencé donc à m'intéresser à la résilience parce que j'ai avorté à 20 ans. Et que je pense que là, je suis rentrée dans une vie qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée. Moi, je veux des enfants depuis que j'ai 7 ans. J'ai un amour maternel en moi qui juste coule à travers chacun de mes pores. J'ai une relation au bébé fulgurante. Dès que je porte un bébé, j'ai l'impression de fusionner avec le cosmos. Et le jour où j'ai décidé, non, je ne vais pas être maman maintenant parce que je ne vais pas être une bonne maman maintenant, en fait, tout mon monde a explosé parce que ça a explosé dans mon entourage. Moi, je me suis métamorphosée, je suis devenue une statue vide. Euh, tout tout s'est effondré. Euh, et ce qui a été hyper intéressant, c'est que j'ai fait quelque chose de super bizarre. Moi, j'étais complètement vide. Si je devais dire physiquement ce qui se passait quand j'étais à l'hôpital en train de faire la procédure, c'était tellement choquant pour moi, cette procédure, que je me suis séparée de moi-même. Je suis devenue un réceptacle froid, vide. J'étais un robot métallique creux. Et j'ai une vision de moi. Je crois que c'est même pas une semaine après. Même pas. Non, j'avais encore les serviettes de protection parce qu'on perd beaucoup, beaucoup de sang. J'avais encore les serviettes de protection que j'avais déjà repris mon travail. J'étais guide à la Cité de l'Espace. Et je commençais à animer des visites guidées où il faut faire allez, on va visiter la fusée, en cours. Et j'étais encore en train de saigner. Mais je m'étais dit, ah, ça m'émeut de ouf de raconter ça. Je m'étais vraiment dit, c'est ton choix. Tu dois être responsable. De toutes les façons, c'est fait. Sois résiliente, passe le cap et vas-y, embraye. Et ça, c'était une forme de résilience qui est celle qu'on demande beaucoup aujourd'hui. On te demande d'être résiliente dans l'instant. On te demande d'être résiliente malgré toi. On te demande d'être résiliente malgré ce qui s'est passé. Et moi, en fait, j'aurais voulu faire un deuil. J'aurais voulu m'isoler pendant peut-être des mois, chialer ma peine de ne pas avoir été maman alors que j'en avais trop envie, régler les situations que ça avait engendrées. Mais en fait, j'étais tellement dans la paranoïa. C'est très intéressant ça. J'étais dans la paranoïa de tu vas être différente, meuf. Non, 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 montre rien. Et c'est intéressant parce que la définition de résilience écologiquement, c'est quand un habitat, par exemple, après un incendie, revient au même état initial. Donc, par exemple, imaginez l'Australie qui a connu les feux. Et l'Australie est résiliente le moment où on revoit les koalas dans les arbres, etc. Sauf que, mais ça va prendre un temps fulgurant, ça. Et nous, on a l'impression qu'il faut être résilient dans t'es toujours en train de pisser le sang, ta plaie, elle n'est pas du tout pensée psychologiquement, ou même t'as même pas encore vraiment conscientisé ce qui s'est passé, que tu veux redevenir déjà comme tu étais avant. Ça, c'est très grave, cette injonction-là. Et donc, Sachant que tu ne je me seras suis... même pas comme avant. Tu ne peux pas être comme avant, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est mon erreur, parce que du coup, j'ai foutu un masque immense. Entre 2010 du coup et 2016, c'était le masque qui pilotait. Donc j'ai tout fait n'importe comment, puisque j'étais pas à l'écoute de mes ressentis, j'étais pas à l'écoute de moi-même. J'ai fucked up un nombre incalculable de choses à vouloir forcer ma résilience. Donc j'ai tout de suite repris des tafs super, super difficiles en me disant, eh ben, puisque j'ai pas été maman, je vais être super missionnaire en Indonésie. Et je suis partie faire des choses qui étaient tellement intenses. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'était bulldozé. Et je pense que j'ai pas continué dans l'humanitaire parce que j'étais tellement fragmentée à l'intérieur, c'était pas possible d'aller faire ce qu'il fallait. T'es vide, t'es creux, tu peux pas aider les autres. Et en fait, ce qui est magnifique, et alors là, c'est trop beau parce que c'est là où tu dis tout est juste, le corps sait. Je me suis pété un genou en 2014 alors que je devais repartir faire une mission humanitaire à quelques jours, je crois que c'était même la veille de mon vol vers l'Angleterre où je voulais aller travailler avec les ONG en Angleterre. Genou pété. Genou pété de la façon la plus stupide qui soit. Je fais du skateboard avec ma petite sœur pour lui dire au revoir, passer un petit moment avec ma petite sœur. Mon genou, il fait, je saute du skate, que je ne sais pas faire de skate, je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de faire ça. Mon genou fait pouf, pouf, genre une partie de la jambe qui va là, une partie de la jambe qui va là, le ligament qui relie les deux qui se pète.
Cette scène était hilarante parce que je suis par terre en train de voir ma vie tomber en lambeaux. Puis il y a une voiture qui passe, un mec qui baisse la vitre, qui me demande où est l'imprimante la plus proche. Toi, tu es en train de juste être en train de regarder le mour de ta vie de regarde, il se passe un truc là, il est en train de se passer un truc là. En plus, pour qu'il y ait une voiture qui vienne me faire un coup d'humour, j'étais là, il se passe un truc. Donc, je me laisse complètement. Là, je suis pétée, il n'y a plus rien à faire avec le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu être résiliente de nouveau. Donc, j'ai fait mon kiné comme une grosse hystérique. J'ai passé 1 an à l'hôpital et chez le kiné à reapprendre à marcher. J'étais obsédée par la résilience. J'étais là, on y va. J'étais avec cette espèce d'énergie très, très yang de je suis plus forte que la douleur, je suis plus forte que tout, je suis plus forte que même le chaos autour de moi avec ma famille. Personne ne comprend ce qui se passe. J'avais une espèce de. J'avais une furie au ventre de je vais me redresser. J'étais tellement obsédée de me redresser que je me suis repété une autre jambe en 2016. Là, j'étais vraiment sidérée. Ça faisait 2 ans que j'essayais juste de réapprendre à marcher. Je venais à peine de retrouver mon équilibre que, paf, ça te retête. Et là, j'ai commencé à faire, ok, cette fois-ci, je ne vais pas faire pareil. Je ne vais pas essayer de me redresser autant, aussi vite. Bon, après, on a des habitudes. Moi, j'étais tellement obsédée de la résilience que j'ai continué à faire mais j'ai fait un entretien professionnel à l'hôpital. J'avais tellement envie d'aller vite dans la résilience que le mec est venu me passer un entretien. J'étais avec ma perfusion, parce que j'ai eu une infection à ma plaie, j'étais avec ma perfusion antibiotique en train de répondre à des offres de taf. Je ne me suis pas laissé de temps, je voulais pas, je voulais aller tellement vite dans la guérison. Le mec est venu me faire l'entretien, ça s'est super bien passé. Sauf que j'étais tellement obsédée de vite me reconstruire que j'ai accepté un truc qu'il fallait pas que j'accepte, il fallait pas que je fasse ce taf, ça me correspondait pas. Et résultat, l'étape d'après, c'était la dépression. 2016-2018, c'est là où en fait, c'était vraiment, tu t'arrêtes quand? Et vu que le corps, c'est pas assez, Beata, on va éliminer tout le reste, quoi. Tu t'arrêtes quand? Oui. Et c'est intéressant parce que du coup, je crois que je me méfie beaucoup du terme résilience. Je fais très, très, très attention à ce terme. Je fais très attention à l'injonction d'aller bien, qui fait qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se respecte pas. Et que pour moi, la chose la plus importante, c'est ton corps, il y a des choses qu'il faut écouter. Est-ce que tu es à l'écoute de toi-même? Est-ce que tu es venu honorer ce qui se passe? C'est tellement important. Et le rythme extérieur, on s'en fout. Parce que tu as vu, si mon exemple, il peut aider d'autres personnes, c'est ça va te rattraper de toutes les façons. Tu vois, t'auras beau Et faire c'est là où tous je dis, les tu efforts. travailles pas la résilience. Non. Tu fais pas la résilience, tu travailles pas la résilience, tu forces pas la résilience, tu ne cherches même pas à être dans la résilience. C'est pas quelque C'est chose un qui se jour tu dis, décide, la oh c'est bon, résilience. oui, Mm, oui. c'est ça. Mais c'est un process qui se fait ou qui ne se fait pas d'ailleurs, mais c'est pas je crois pas que ce soit quelque chose que tu décides. Si tu le décides, tu es dans ce yang justement, tu es dans ce mental, tu es dans le contrôle. Alors que la résilience, c'est une forme d'acceptation et de laisser, Yes, yes. laisser aller, Fluide, laisse la vie passer par toi. exactement. Ça va à un Euh, moment donné rééclore. C'est c'est ça. obligé. Moi, plus j'ai lutté contre mon passé, contre ce que j'ai pu vivre plus jeune, plus je luttais contre ça, plus je voulais absolument aller bien réparer, plus je me disais pourquoi. Et moins j'étais dans la résilience. À partir du jour où je me suis dit, ok, ça fait partie de moi, mais je ne suis pas obligée d'être ça. Je ne suis pas mon passé, je ne suis pas. Je peux juste avancer avec ça. Parce qu'en fin de compte, celle que je suis aujourd'hui, c'est pas dégueu, quoi. C'est plutôt cool. Oh Et non, c'est pas c'est, dégueu. c'est- C'est plutôt canon d'ailleurs. Sauf que c'est tout l'avant qui fait qu'à un moment donné, t'en es là. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis résiliente. Ah, c'est cool. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bah, j'ai accepté de vivre, en fait. Je me suis laissée être.
tout simplement. Ouais. Et c'est Boris Cyrulnik qui en parle beaucoup. J'avais assisté à une de ses conférences. Il en parlait notamment par rapport, parce qu'il intervient beaucoup dans des favelas et tout ça. Et c'était passionnant. Il était avec Gérard Osterman, qui était mon thérapeute à Bordeaux, qui est un homme incroyable. Enfin voilà. Et donc, ils parlaient de résilience tous les deux. Et du coup, déjà, lui, ce qu'il disait, c'est que tout le monde n'est pas forcément dans la résilience de la même manière, au même moment. Et parfois, ça se fait pas dans cette vie-là. Voilà. Mais par contre, ce qui était hyper intéressant dans ce qu'il expliquait, c'est que, par exemple, entre un enfant qui a vécu de la maltraitance, deux enfants qui vivent de la maltraitance, entre le premier qui va être dans la résilience plus tard, adulte, c'est-à-dire qu'il va transcender cette souffrance pour en faire quelque chose, pour vivre simplement. Et l'autre qui va peut-être continuer dans un process autodestructeur, ou voilà, qui va suivre son propre parcours, peut-être plus dans la douleur. En fait, il y a quelque chose qui est très différent et de fondamental. C'est la non-acceptation, c'est l'esprit rebelle. Et ce qui fait qu'on est dans la résilience, c'est qu'on a un esprit rebelle chez l'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. En fait, ça me fait penser aux femmes que j'ai accompagnées post-abus sexuel. C'est somptueux de voir la femme, à un moment donné, surgir comme une lionne et dire « Mais attends, c'est pas normal ce qui s'est passé. » Et se rendre compte que c'est tout le système qu'il faut revenir mettre en question, que c'est un patriarcat général. Et là, d'un seul coup, il y a une flamme de rébellion profonde qui s'anime et la femme reprend sa puissance. Mais si elle a cette notion de « It's fucked up out there. I'm not the mistake. It's fucked up out there. » Et là, ça, c'est un esprit de rébellion. Te rendre compte, en fait, c'est bien d'être le poisson qui nage à contre-courant. It's fucked up out there. Faites très attention à ce truc de les normes extérieures. Et j'adore, pardon, je suis touchée par tous les commentaires de soutien. Vous êtes tellement gentils. Donc, c'est beau ce que tu viens de dire sur l'esprit rebelle parce que on est un petit peu assoupi en ce moment. Il y a, je pense au discours politique qu'on nous a tenu par rapport au Covid où on nous dit qu'il faut être tellement... Il faut être docile, il ne faut pas poser de questions. Si tu poses une question, tu es un fou furieux. Et c'est sublime que tu parles d'esprit rebelle parce que je crois que il y a beaucoup de joie et d'amour dans cette petite flamme-là qui brûle et qui s'interroge. Pour moi, c'est une forme de vitalité. Oui. Une forme de vitalité. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as cette capacité à te dire et si à remettre en question. À remettre en question. Et ça, c'est hyper important de se forger de se donner le droit, en fait, de remettre en question. Et même en tant qu'enfant ou en tant que jeune adulte, on peut aimer sa famille, on peut accepter son passé parce qu'il est là, de toute façon, on ne changera pas. Mais on peut aussi se dire, ok, ça là, c'est pas normal. Ça là, je le remets en question. Je peux peut-être pas changer quelque chose, mais par contre, moi, je peux me reconnecter à quelque chose en moi qui fait que je sais que ça, c'est pas normal. Donc, je vais pas l'accueillir comme, voilà, je suis destinée à ça, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que pour moi, cette notion de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de connaissance de soi, d'introspection, de rébellion, de c'est ok ou c'est pas ok, tu vois, c'est primordial en fait pour moi. C'est ça la résilience. Oui. Tu sais quoi, ça me fait penser, parce que je me dis que là, du coup, les gens, on doit les perdre parce qu'on est en train de dire il faut accepter, mais il faut être rebelle, mais il faut accepter, il faut être rebelle. C'est deux choses différentes. Il y a une clé. Ouh, je poussienne. Il y a une clé dans les sutras de Patanjali qui, pour moi, c'est un peu comme si à un moment donné, une entité avait dit bon, venez, on fait un nœud là, on fait un nœud dans l'histoire de toute la connaissance qu'on a accumulée sur la conscience humaine. Hop, on l'inscrit dans les sutras
pour permettre par la suite qu'on continue sur ce socle-là. Les sutras, il y a, je ne sais plus quel sutra, qui dit Stira Sukham. C'est la posture juste, elle est dans à la fois je m'élève, je suis dans l'expansion, je suis dans la droiture, et Sukham, qui est vraiment dans je viens être dans cette fluidité, dans ce kiff, dans ce confort. Je cherche le confort. Donc, c'est navigue entre Stira, je suis dans l'expansion, c'est peut-être cette petite flamme rebelle, et Sukham, qui est vraiment mais laisse-toi aller, il y a des choses plus grandes à l'œuvre. Détends-toi. Stira Sukham. On pourra peut-être en parler plus. L'équilibre entre les deux. Mm. Oui, accepter, ce n'est pas se priver de son pouvoir de réflexion et de remise en question. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, passer du chameau qui subit et qui dit oui au lion pour se rebeller. Ouais. Oui, on peut être les deux. On peut être les deux. C'est rigolo, Roxane, que tu parles du chameau. C'est la première fois que j'entends ça. Oh, je vous adore. Merci. Il y a tellement de soutien dans les commentaires. C'est beau de sentir que ça vous parle. Merci pour tous les petits cœurs qui se baladent depuis tout à l'heure. Je sais pas toi, mais moi, je me sens... je suis hyper remuée par tout ce qu'on a dit. Ah oui. Puis alors, tu as parlé de tellement de choses qui résonnent, d'avortement, tout ça. Je voudrais juste revenir aussi sur cette notion d'avortement. Je l'ai vécu aussi, je sais à quel point, voilà. Et j'ai accompagné beaucoup de femmes après là-dedans. Ça, c'est pareil. Il y a une injonction. Déjà, il y a une injonction à la culpabilité. Il y a une notion de bien et de mal et de jugement par rapport à ça. Moi, mon corps, mes choix, premièrement. Oui. Deuxièmement, on n'est pas obligé de se punir et de s'isoler là-dedans. Troisièmement, je trouve que même encore aujourd'hui, on est très, très, très mal accompagné là-dedans. Je me souviens de cet avortement plus jeune aussi, où j'ai fini pétrifiée sur mon fauteuil pendant des heures. Et quand tu parles de cette notion, bon allez, maintenant, faut y aller. On a tellement peur de rester pétrifié, de cette petite mort. Et on nous dit jamais, en fait, que c'est un deuil. Et que, comme pour tout deuil, il y a besoin d'un temps. On nous le dit pas. On nous dit pas ça, mais on nous dit pas non plus que ça reste un début de grossesse, même s'il a été court. C'est un début de grossesse, il y a tout un truc. Avec un pic d'hormones et une chute d'hormones. Moi, les femmes qui viennent me voir, qui me disent mais je me sens dépressive, mais j'ai avorté. Bah oui, mais pic et chute. Donc même si ça faisait que 3 mois. C'est la même chose et en fait on n'en parle pas et du coup il y a vraiment des choses à faire aussi autour de ça sans essayer justement d'être dans la résilience à tout prix. C'est comment on accompagne aussi ce processus de mort et de vie du coup et je trouve que quand d'un coup on redonne de la place à ça et moi tu vois quand je dis aux femmes que j'accompagne ok vous faites le deuil de cet enfant, vous faites aussi le deuil peut-être d'une projection qu'il y a eu à un moment donné. Et ça, il faut lui faire de la place. Donc, nommez-le, écrivez, faites un rituel pour laisser partir. Enfin, on fait une cérémonie, on enterre, ou bref, il y a une crémation, pour un être cher qui a vécu avec nous. Pourquoi on ne se donnerait pas le même temps pour un être, un début d'être qui a commencé à grandir dans notre corps, peu importe qu'on ait voulu ou pas laisser partir d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment important. On a le droit de faire le choix de mettre un stop à une grossesse et d'être triste. Oui. Alors là, tu vois, je trouve que c'est la plus belle expression qui fait une métaphore par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure. Tu sais, la colline par rapport à l'émotion. C'est trop beau qu'on puisse parler de l'avortement voulu, de dire, c'est moi qui ai voulu ça. Mais j'ai quand même mon émotion. Et j'ai le droit d'aller au bout de mon émotion, même si c'est moi qui ai initié ça. Et qu'il y a un puissant cadeau au fait d'aller jusqu'à l'émotion, le pic dont tu parlais. Sinon, si tu sidères et si tu bloques en disant
non, je culpabilise parce que c'est moi qui ai voulu ça, il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais être désespérée là. Et bien là, on rentre dans cette petite intermédiaire que tu dessinais sur ta courbe, où en fait tu tombes dans la dépression, parce que du coup tu crées une espèce de... Mhm. Tu coupes la conscience, le corps, tu coupes la légitimité de tes émotions comme si elles étaient à douter, comme si elles étaient contre toi. Donc c'est trop beau comme exemple. Et en même temps que tu parlais, tu sais ce que je sentais? J'ai envie de citer mon ami Axel avec qui j'ai organisé la retraite qui dit, il faut qu'on remette du sacré dans nos vies. Et c'est beau de pas être dans la pétrification de le sacré, ça veut dire des tas de trucs super sérieux. C'est ton avortement, il est sacré. L'âme qui est partie, elle est sacrée. Ta tristesse, elle est sacrée. Célèbre chaque étape. Et c'est pas parce que ton avortement, tu le veux, que c'est pas sacré. Tu as le droit de faire un avortement sacré. C'est-à-dire, ben, j'ai le droit d'aller faire vraiment avec la symbolique de je fais un adieu. Et tu as le droit d'être triste. Cette tristesse est sacrée. Et oui, Et je complètement. pense aux peuples premiers qui ont beaucoup, beaucoup à nous enseigner là-dessus parce que pour eux, il y a tellement de rites, tellement de, tellement d'espace pour le sacré. Une naissance est sacrée, tu vois, les doulas, les rebosos pour montrer, attends, la femme, elle vient de donner naissance, on va vraiment s'occuper de ces voix qui viennent de laisser passer un enfant. Nous, on nous demande d'être opérationnel et d'avoir tout compris. Enfin, Oui, oui. il y a du sacré à remettre dans toutes choses, dans tes deuils, dans tes naissances, dans tes doutes, tout est sacré. Et vraiment, j'ai un amour pour les peuples premiers pour ça. Ils ont tellement à nous enseigner parce que je sais pas comment ils ont fait pour perdurer dans cette capacité à apprendre tout. Tout est à prendre. Tout est Mhm. juste. Tout, même la Mhm. maladie, elle est juste, tu vois, plutôt que de prendre une pilule pour cacher ta migraine, bah vas-y, tu vas faire un rituel avec du tabac et tu vas honorer les messages qui viennent avec ta migraine, quitte à partir en totale transe, mais tout est sacré. Mhm. Il y a vraiment cette notion, ouais, de qu'est-ce qu'on s'autorise, même quand on a fait le choix. Tu sais, tu connais Ilia. Oui. Je regardais beaucoup ses posts, tu sais, quand elle a accouché, et je la connaissais notamment parce que bah, quand tu parles de non-acceptation, tu vois, moi, sur mon premier avortement, hop, j'ai pas fait, j'ai refusé de faire cette courbe-là de l'émotion. Résultat des courses, mon utérus vide, il a créé de la matière, il a créé de l'endométriose. Et donc, Non! et donc, voilà. Et donc, je suivais Ilia par rapport à ça, qui en parlait. Et puis, Ilia est devenue maman. Et puis, son début de maman, bah, il a été tout aussi inconfortable que pour bien d'autres mamans. Sauf que pour elle, il y avait quelque chose de très différent, une espèce d'injonction L'injonction. de la Oui. société de t'as voulu un enfant coûte que coûte, tu t'es plaint parce que tu pouvais pas en avoir maintenant que tu es mère, tu n'as pas le droit de souffrir de ça, tu n'as pas le droit de te plaindre de ça. Et je me dis, mais fuck, mais c'est pas possible en fait. On a le droit de vouloir quelque chose très très fort et au moment où c'est là, l'embrasser pleinement avec tout l'inconfort que ça génère. C'est OK en fait. Et dans un truc beaucoup moins grave, moins douloureux, tu vois, avec Sébastien, on est parti à Bali. C'était mon rêve. On a tout fait pour. Le début à Bali a été hyper inconfortable. Hyper inconfortable pour moi. Et encore aujourd'hui, parfois, ça l'est. Et il y avait cette espèce de pression de tu l'as voulu, t'es parti à l'autre bout du monde, t'es en train de réaliser ton rêve, de quoi tu te plains? C'est Tu vois? dur, hein. Et c'est ça, c'est dur. Est-ce qu'on peut pas juste Chill the foutre fuck la out. paix? Everything is okay. Yeah, ça, ça, c'est OK. On a le droit de vouloir quelque chose très fort et Et d'en de souffrir et, douter. et de se plaindre un peu et ça fait partie du process parce qu'il y a les jours où c'est super et les jours où c'est plus difficile. Mais en fait, c'est la liberté aussi de chacun. Mais avant même de demander aux autres de nous accorder cette liberté, c'est de se poser la question de est-ce qu'on se l'accorde à soi-même déjà? Est-ce qu'on se Un l'autorise? paquet de clés, hein? Il est délicieux ce live. Je suis trop heureuse. Il C'est passe à puissant. une vitesse Oui, incroyable, oui. Beata. Mais je sais que tu as quelque chose de prévu, toi, après.
Bah, ça s'est annulé, mais c'est surtout que ça fait Ah, déjà ça fait une heure c'est et ça, demie, quoi. Donc... c'est ça, c'est ça. Et Puis, puis on aura le temps, on va les c'est voir ça, et les revoir et les revoir. exactement, Ah. exactement. Est-ce que Qu'est-ce tu que veux je fais dire un au peu ce qu'il y a dans cette formation? Parce que on a abordé tellement de trucs différents, je pense que pour les gens, c'est pas super clair là, ce que tu Hmm. vas proposer. Qu'est-ce qu'on propose dans cette formation? Cette formation, alors je vais en parler en long, en large et en travers dans les semaines à venir, mais déjà, si je peux en dire quelque chose, c'est que elle est constituée de 9 modules. Et en fait, dans chaque module, on aborde un thème qu'on décortique d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue du coup scientifique, psychologique et Pratique. spirituel ou développement personnel. Bon, voilà. Et ensuite, il y a cette boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, parce qu'une fois qu'on a compris, OK, comment ça fonctionne, donc l'estime de soi, la confiance en soi, quand on a compris un peu le process, tu vois, la théorie, c'est OK, et maintenant, comment on fait avec tout ça? Et plutôt que de dire cette formation, elle va changer radicalement de ta vie, non, c'est en fait cette formation, ce qu'elle va t'apporter, c'est des outils pour apprendre à te connaître et à accepter aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi et faire avec l'inconfort et le confort. Et dans ces outils, il va y avoir des séances. euh, pas de yoga, parce que le yoga, c'est l'art de vivre, mais du mouvement libératoire pour libérer les émotions un peu bloquées. Il va y avoir des pranayamas, des exercices de respiration, de la méditation, de l'hypnose. Il va y avoir de la relaxation neurodynamique, des bains sonores. Bref, il va y avoir plein de choses en lien à chaque fois avec le thème. Et il va y avoir aussi un coaching de groupe chaque mois parce que quand on commence à aller regarder à l'intérieur de soi, il se passe plein de choses magiques et c'est pas confortable. Pas toujours en tout cas. Euh, la magie, c'est pas que beau, c'est pas vrai. C'est comme le yoga, je dis toujours non, le yoga n'est pas fait pour être beau. Les asanas, les postures, c'est pas vrai, pas que. Ça peut aussi des fois être, voilà, pas super quoi. Et donc dans cette boîte à outils, c'est vraiment pour venir soutenir ça. Et je suis en train de me perdre, mais les coachings de groupe, ils vont venir soutenir ça aussi. De se dire, tu t'offres ce temps d'introspection. Tu vas, j'allais dire peut-être, bien sûr que tu vas aller découvrir des zones d'ombre qui te font pas plaisir, sur lesquelles sans doute tu auras la tentation de lutter. Et Oui. ces coachings, ils vont permettre déjà de te rendre compte que bah, t'es pas tout seul, Hmm. de poser aussi ta parole et d'être accompagné, parce que moi je crois vraiment à la puissance de on est ensemble, quoi. On est ensemble Hmm. et on traverse aussi des choses ensemble. On fera pas pour toi, mais par Hmm. contre on peut le faire un peu main dans la main, quoi. Donc il y a ces coachings aussi de groupe et donc dans les thèmes, tu vois, pour cette première formation, j'ai essayé de réfléchir un peu à, OK, c'est quoi un peu les bases fondamentales de la connaissance de soi. Donc, il y a un premier module sur le mindset, parce que je trouve qu'on en entend vachement parler avec cette notion de, il faut avoir un mindset de ouf, penser positif, allez, on y va. Pour moi, le mindset, donc l'état d'esprit, parce qu'on entend beaucoup parler de mindset, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est cette notion d'état d'esprit, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut agir ou pas sur son esprit parce que en fait, il s'agit pas de se dire la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Pour que la vie soit belle, ce serait génial, mais ça se passe pas tout à fait comme ça, en fait. Pas toujours, Hmm. c'est pas vrai. Donc il y a ce premier module, on va parler aussi d'estime de soi, de confiance en soi. Je me bats avec la moustique. C'est drôle parce que nous, on voit pas. Du coup, là, ouais, il danse, Elle a dans des les tocs, non, situations. elle se bat avec la moustique. On parle d'estime de soi, de confiance en soi, on parle d'ego aussi, on parle de stress, du stress, du sommeil, de comment on démarre bien sa journée. Il y a aussi un module sur l'intuition. Voilà, bref, il y a tous ces sujets-là. Oui! Il y a quelqu'un Et qui dit ça commence quand? ça commence quand? Et il y a Clémentine de notre équipe qui répond, les inscriptions seront ouvertes à partir du 27 juin pour une première promo le 1er juillet, qui commence le J'ai 1er pas vu juillet. sa réponse. Et Trop bien. c'est Elisana Studio, Clémentine. Et du coup, on fera
on a hâte avec l'équipe. Tu sais, le premier jour de la formation, on va faire un live pour accueillir les personnes qui font partie de cette première promo. Et on a très hâte. Et je me souviens quand on a parlé un peu de tout ça avec l'équipe, on se disait, OK, formation, est-ce que vraiment c'est une formation? Et moi je disais, oui, oui, c'est une formation. Et souvent, dans notre société, on pense que formation, c'est quelque chose que tu vas apprendre et avec lequel tu vas pouvoir faire du fric. Sauf Ah, qu'en fait, thank you, thank you, telle est thank you. la formation la plus importante. Quelle formation Se plus connaître importante il pourrait y soi. avoir, voilà, que d'apprendre à se connaître soi, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que on appelle ça une formation. C'est que on va prendre le temps d'aller pas à pas dans ce process euh, pour se connaître soi. Et Beautiful, ensuite, on peut parler d'épanouissement, de tout ça. Mais déjà, ça part de soi. Donc voilà, c'est beautiful. ça cette formation. Et c'est vraiment Hallelujah. donner les clés au fur et à mesure, parce que cette formation, elle va continuer d'être alimentée, tu vois, en fonction de ce qu'on découvre, de ce qu'on apprend, des gens qui auront envie aussi de donner des clés en plus. Donc, cette formation, ouais, elle va continuer d'évoluer. Et c'était vraiment l'idée de transmettre au plus grand nombre bah, toutes les connaissances. Pour moi, c'est super, tu vois, j'ai cette boulimie de connaissances, de savoir, de pratiquer, de tester, mais ça n'a pas de sens si ce n'est pas partagé en fait. Absolument, Donc absolument. j'avais cette soif de transmission et je me disais bah ok, c'est le meilleur moyen de pouvoir le faire, c'est ça en fait. Donc voilà, c'est ça, la formation holistique de Soma Soa. On y a mis et on y met encore parce que je peux te dire qu'on n'a pas fini de bosser dessus. Mais ça fait un an, on a passé un an avec Sébastien, tu vois, sur l'écriture de cette formation, à aller chercher, à aller modifier, à tester, à être dans ce process aussi pour nous. Parce que dans l'impermanence, c'est l'estime de soi, typiquement, c'est le bon exemple. C'est pas j'acquiers de l'estime de moi un jour et j'en ai jusqu'à la fin de ma vie de façon linéaire. C'est pas vrai en fonction de ton job, du mec avec qui t'es, de qui tu as vu, de ce que tu as regardé, ton estime de soi, il peut hop monter ou chuter. C'est comme ça en fait. C'est Et c'est tellement comment juste. encore une fois tu apprends et je dis ça pourquoi? Parce que c'est tellement important du coup de se rappeler que chaque jour il faut le cultiver. Il faut Oui, prendre le temps de s'accorder du temps pour cultiver ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie de voir fleurir, germer, s'expandre en fait, tout simplement. Donc voilà, je me perds dans mes explications, je pourrais en parler pendant des heures de cette formation. Donc. et t'auras d'autres lives où tu en parles, non? Je vais avoir d'autres lives et puis on va faire un webinaire et puis je pense que dans les semaines à venir, je vais en parler beaucoup. Donc, Ouais. Donc voilà. que les gens ils te suivent, que il y a un truc joli que vous pouvez faire, c'est vous avez vu les thèmes qu'on a abordés et peut-être que vous connaissez des gens à qui ça peut vraiment servir. N'hésitez pas à lui partager à la fois ce live et tu vas le garder sur ton profil, tu penses, Bien Sandra? sûr. Ouais, 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 je vais le Et, mettre. et comme ça que le mot sur ces clés, ces outils qui vont être donnés parviennent aux personnes qui en ont profondément besoin. Et on est dans une période assez bouleversante de guérison collective. Je pense que c'est important de le dire. Euh, Ça se sent. Là, moi, je suis assez bouleversée du nombre de retraites qui sont en train d'avoir lieu en ce moment en France. Bah, à Bali, vous êtes un petit peu isolé là, vu qu'il n'y a pas encore les réouvertures. Mais en France, là, c'est le week-end dernier, toutes mes amies faisaient une retraite. Toutes mes amies, coach, prof, thérapeute, faisaient une retraite. Et tu t'imagines l'énergie collective qui est en train de sortir de ça. On est en train de faire une grande guérison collective. C'est super puissant. Donc, autant qu'on y aille tout ensemble, tous ensemble. Oui, c'est une question, c'est accessible aux hommes et aux femmes, vu que. Enfin, Bien ouais. sûr, bien sûr, Oui. bien sûr. Soma Soa, on n'est pas.
Ouais, on n'est pas dédié aux femmes, c'est vraiment la connaissance de soi, l'amour de soi, c'est hommes et femmes, c'est tout le monde en fait. Et c'est que comme ça d'ailleurs qu'on arrivera à faire les choses, je crois. C'est tous main dans la main, donc hommes et femmes. J'ai Sébastien qui est là, qui a travaillé sur cette formation avec moi. Et donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et je réponds aussi rapidement à Claire qui demande où est-ce qu'on peut avoir le descriptif du contenu. Pour le moment, il n'est pas encore en ligne, mais ça va arriver. Il y a des newsletters qui vont être envoyés aussi pour donner les dates des webinaires, pour donner les dates d'inscription. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site somasoa.com à la newsletter pour pas louper d'infos. Moi, je vais en parler aussi sur Instagram. Et le site va sortir pour la formation, va sortir mi-juin. Et il y aura du coup tout le contenu et tout ça. Mais je vous tiendrai informé au fur et à mesure. On avance, on avance, on avance. Après un an, ça se concrétise. Donc voilà, les choses arrivent. et après, si vous avez des questions... Moi, je vais juste me permettre de dire un petit truc. C'est que on en parlait avec Sandra avant. Moi, je suis un peu perplexe de cette histoire de communauté sur Instagram, de qu'est-ce qu'il y a de la visibilité, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Et je suis sidérée que Sandra et Sébastien aient si peu de visibilité. Alors que ce que vous faites est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, j'ai envie de demander à toutes les personnes qui écoutent là, s'il vous plaît, c'est vraiment tellement puissant ce qu'ils font. Est-ce que ça vous dit pas de faire un petit boost, tu vois, vous partagez parce que le monde est prêt à recevoir votre douceur, votre empathie, vos techniques tellement sincères et moi, ça me fait juste, ça me laisse pantoise, tu vois, de voir, mais pourquoi ça n'a pas plus de visibilité? Je comprends pas. Donc, venez, on leur fout un coup de flash, là, on les expose au grand monde, partout. Hein? Vous faites du bien. Et toutes les personnes qui vous connaissent autour de moi, ils ont la même sensation, vous faites du bien. Donc, merci pour ce que vous faites. Et je suis trop heureuse de faire un petit peu partie du chemin. Mais oui, t'en fais partie. Merci, Beata. Merci pour ce message. Merci pour ta présence et pour tout ce partage. Merci de faire partie de l'aventure, du coup. Je me réjouis tellement que tu fasses partie aussi de cette formation. Merci pour les connaissances que tu partages. Ouais, tu es une grande source d'inspiration, donc c'est super. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes présents avec nous. Ouais, ça fait, c'est touchant, c'est touchant. Et donc je suis très heureuse de ce moment que j'ai partagé avec toi et avec vous tous. Moi aussi. Le live sera en replay. De toute façon, pour les personnes, j'ai vu que des personnes disaient qu'elles arrivaient un peu tard. Il n'y a pas de problème, ça va être en replay. Beata, merci beaucoup. Merci. Je suis trop heureuse de connecter. Vous êtes merveilleux. Plein d'amour. Plein de love. Profitez de votre île. Profitez de ce que ça vous inspire. Et nous, à distance, on va venir se connecter. Hein? À bientôt. À bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Told me rivers of gold would come, had me chasing the sea. I was kissing my only one, left my pain at the breeze. I rise up in the morning sun, take a flight with the wind.